Au sommaire aujourd'hui, veiller sur le vivant, l'art et la méthode, alors que vient de s'ouvrir la conférence internationale sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui réunit une centaine de chefs d'État au chevet de la planète. 2 livres nous invitent à une action certes plus discrète, mais tout aussi importante. 2 livres nous invitent à regarder à échelle humaine les mondes du vivant autrement, à observer pour apprendre à mieux voir le monde que nous habitons, pas seul, résolument. Au sommaire également avec vous, Sébastien Thème. Eh bien, on aura la chance d'entendre la voix d'un grand auteur, le corrézien Pierre Bergogneau, qui lui aussi écrit sur le vivant. Dans son cas, c'est les oiseaux et leur disparition. Et puis on parlera d'écoféminisme avec la chercheuse en philosophie Myriam Baafou qui publie Des paillettes sur le compost. Ça, c'est aux éditions du Passager clandestin, Olivia. Et les 2 livres dont nous vous parlons aujourd'hui avec nos invités, qui sont 2 anthropologues, sont ceux de Vanessa Manceron. Tout d'abord, chercheuse au CNRS, spécialiste du rapport au vivant. Votre dernier ouvrage, Vanessa Manceron, est une étude sur les naturalistes amateurs intitulée « Les veilleurs du vivant », publié aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, à la découverte. La même maison d'édition que Dusan Kazik, quand les plantes n'en font qu'à leur tête. Il défendait, lui, l'idée d'une agriculture des relations entre les paysans et leurs plantes. Vous avez réalisé votre étude en Angleterre, pays de tradition naturaliste, où des femmes et des hommes documentent toutes les espèces présentes par la photo, par le dessin, plantes ou oiseaux, observez le moindre détail, notez les différences. À vos côtés, l'autre anthropologue, puisque vous êtes 2 aujourd'hui à faire science de l'anthropologie, Nicolas Nova, spécialiste des cultures numériques. Après une enquête anthropologique sur les smartphones, une autre sur les médias géolocalisés, comprendre les nouveaux espaces numériques, vous proposez aujourd'hui des exercices d'observation. Et votre livre est édité chez Premier Parallèle. Observer, mieux regarder pour compenser ce qu'on a appelé, et vous le rappelez, une crise de l'attention et des sensibilités, à la diversité des êtres qui peuplent le monde, mais aussi aux relations des humains, aux choses qui les entourent. Bonjour Vanessa Manceron. Bonjour. Et bonjour Nicolas Nova. Bonjour. Merci à tous les 2 d'être là avec nous. Juste une petite question à Vanessa Manceron. Qu'est-ce que vous attendez-vous de la COP27 comme anthropologue, observatrice? Comment pouvons-nous contribuer chacun à notre échelle à lutter aussi contre le réchauffement climatique? Est-ce que vous direz que votre ouvrage, vos études sont une contribution, certes différente, pas dans une action politique immédiate, mais quand même à cette réflexion qui se joue aujourd'hui autour de l'état de la planète? Nous sommes depuis déjà un certain nombre d'années, je dirais même près de 100 ans, dans une crise de notre rapport au vivant, avec une accélération notable depuis les années 1970. Il y a effectivement des mobilisations politiques, militantes, mais il y a aussi des gens qui, par leur pratique d'observation, contribuent à la connaissance de cet état déplorable du monde. Et ce sont les naturalistes amateurs qui ont rendu visibles, en fait, les extinctions d'espèces depuis près de 150 ans. Et ces gens, on les entend assez peu dans les arènes de l'écologie politique. Et ce qui m'a semblé tout à fait intéressant, c'est d'aller regarder de près leur rapport au vivant, dans la mesure où ce sont aussi par les pratiques que ces vivants existent. Et il faut pouvoir les nommer pour pouvoir peupler le monde. Et sans les nommer, c'est-à-dire grâce aux méthodes de l'histoire naturelle, on parvient à avoir une appréhension beaucoup plus fine des milieux familiers dans lesquels on évolue. Et c'est une contribution, on peut dire, politique dans ce sens-là, où ils politisent l'attention. Ce sont des modes d'attention qui sont extrêmement importants à regarder et qui font partie de notre modernité. Voilà, alors nommer, noter, ça passe par l'oralité, mais ça passe aussi par les livres, de l'importance aussi de pouvoir transmettre ce savoir, cette connaissance. On commence avec vous, Sébastien Thème, et avec 3 livres ajoutés par les auditrices et les auditeurs du Book Club à notre livre d'ouvrages à ranger urgemment dans notre bibliothèque verte. Et on va, oui, il faut l'observer, notre bibliothèque. Alors, dans notre cas, une BD, un classique et des fourmis. Alors, la BD, c'est Aline Sirba qui nous la conseille. On la doit à Jérémy Moreau. Les Pisli, publié il y a quelques semaines chez Delcourt, une BD qui regarde notre 21e siècle sur fond d'anthropocène et d'humanité aliénée et qui raconte la naissance d'un nouvel animal, le Pisli, un mélange entre le grizzly et l'ours polaire. Emma Solina nous conseille, elle, un classique qui glorifie la nature et la vie simple et rurale. Alors,
vie simple et rurale à apprécier quand on est un hobbit. Et oui, parce qu'elle nous parle du Seigneur des Anneaux de Tolkien, un roman de fantasy en 3 volumes, publié en 1954 et 1955. Enfin, les fourmis, on les retrouve dans le roman animalier de Bernard Werber, sorti en 1991 chez Albin Michel et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. L'histoire de Jonathan Wells, qui hérite et qui perpétue les études et découvertes révolutionnaires sur les fourmis de son oncle biologiste, Olivia. Voilà, 3 livres à ajouter. Mais il y en a plein d'autres. Les références, oui. Vous voulez tous les donner ou... Non. On va d'abord tous les lire avant de vous les recommander. Observer, est-ce que ça s'apprend ? Dites-nous, Nicolas Nova, vous qui signez ces exercices d'observation aux éditions Premier Parallèle. Effectivement, il y a un impératif, ou en tout cas cette idée, cette incitation à l'observation, comme Vanessa vient d'en parler, et bien souvent on en reste là. Enfin, quand on n'a pas appris, quand on n'a pas cultivé ça, soit dans le milieu familial, soit à l'école ou par ailleurs, ça peut rester lettre morte. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage, c'est de prendre ça au sérieux, un peu en revisitant ces espèces d'ouvrages qu'on avait auparavant, des leçons de choses, des exercices d'observation, le titre, je l'ai repris, qui s'enseignaient à l'école. D'ailleurs, j'ai retrouvé au marché aux puces un des ouvrages de ce genre, et qui me semblait être un point de départ extrêmement intéressant pour partir de cette idée que c'est pas quelque chose qu'on apprend uniquement dans les livres, mais que ça se cultive. Et donc, c'est une opération pratique qui nécessite de passer du temps à regarder des êtres, des choses, à éveiller ses sens qui peuvent être de regarder, d'écouter, de toucher, de manipuler. Alors évidemment, quand il y a des êtres vivants, on ne va pas faire exactement les mêmes choses qu'il s'agit d'un smartphone ou d'une roche, mais qu'en tout cas, c'est la pratique qui permet de construire cette qualité, ce régime d'attention au monde. Et d'ailleurs, vos veilleurs du vivant, Vanessa Manceron, aussi observent ces naturalistes amateurs, une observation qui occupe le temps autant qu'elle crée le temps, écrivez-vous, et Nicolas Nova, pour vos exercices d'observation. Vous vous inscrivez, vous marchez dans les pas, dites-vous, des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes au quotidien, d'où le plaisir de vous avoir aujourd'hui en conversation l'un avec l'autre. Idée d'Oriane Delacroix pour cette émission. Observer comment ? On peut observer à la manière de Raymond Queneau, et vous ouvrez votre livre, Nicolas Nova, avec lui, à l'aide d'un appareil photo, d'un carnet, d'un crayon, photographié, dessiné, noté, en produisant des listes aussi, à la manière cette fois de Georges Perec, dans sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, quand il s'était installé pendant quelques jours place Saint-Sulpice à Paris, et qu'il avait tout noté, essayé de retranscrire tout ce qui se passait, même quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Ou alors en compilant, à la manière d'Annie Ernaux, notre nouvelle prix Nobel de littérature, dans son journal du dehors. Et puis on peut aussi, Vanessa Manceron, tout simplement marcher, déambuler, arpenter. Le naturaliste est un arpenteur et un compileur, à la manière des observateurs de Nicolas Nova. Oui, je dirais que cette attention aux détails du monde, un monde qu'on parcourt sur des chemins familiers, les chemins de la campagne, tout d'un coup font apparaître, c'est un mode d'attention aux détails. Donc, ce ne sont pas des paysages qu'on voit quand on est naturaliste amateur, on rentre dans le grain du monde. On va regarder la forme d'une feuille, on va regarder sa texture, on va la toucher, on va la sentir. L'oiseau, on va détailler son plumage, et donc on se sert de carnet de notes, on se sert d'appareil photo, on dessine, pour incorporer en fait tous ces petits détails qui font la matière du monde. Et cette matière du monde, en fait, quand on fait de l'anthropologie, elle est au cœur de nos observations, dans la mesure où ce ne sont pas les grandes idées sur le monde ou les visions du monde que les gens racontent. Ce qu'ils racontent, c'est comment ils font les choses. Et ça apparaît tout à fait anodin, tout à fait inintéressant, tout à fait familier, surtout quand on travaille comme moi dans les campagnes voisines. Et donc mon travail, c'est d'accumuler, comme le font les naturalistes amateurs, tous ces détails du monde, toutes ces petites choses qui font la trame des existences, ce qui font que les gens tiennent à ce qu'ils font et qui les tiennent. Et en fait, c'est ça qu'on cherche, nous, en tant qu'anthropologues. Et les naturalistes amateurs font de même en arpentant les campagnes. Ils se relient au vivant
et il lui donne une existence nouvelle, et il le voit autrement. Voilà, ils enregistrent aussi, comme on le fait à la radio, des choses vues ou entendues. Il y a cette pratique de l'inventaire qui est permanente dans leur pratique, et ils compilent des listes dans leur carnet de terrain. Vous dites qu'il faut éduquer le regard, n'est-ce pas, comme à la manière de Nicolas Nova. Il faut apprendre à observer, apprendre à regarder, et c'est ce qu'ils vous ont appris, à vous aussi. Oui, il y avait cet émerveillement devant ces choses familières qui a retenu mon attention, et donc je les ai suivis pas à pas. J'étais derrière eux avec mon carnet de terrain, observant des gens qui eux-mêmes étaient en train de noter des choses sur leur carnet de terrain. Et donc je me suis intéressée à ces pratiques d'inscription de petites choses, ces listes d'espèces. Et on s'ennuie énormément à lire des listes d'espèces. Et on ne voit pas très très bien en fait ce qu'il y a derrière. Et donc il faut décrire. Et ils font des compilations, mais eux aussi décrivent. Eux aussi font des dessins. Eux aussi mettent des mots en fait sur leur pratique. Et donc c'est cette attention à ce qu'ils font qui permet de déployer un monde extrêmement dense, extrêmement riche, une immersion, des savoirs immersifs qui leur permettent de déambuler dans ces espaces et de se sentir une espèce parmi les autres. Une question de Sébastien Thème. Est-ce que vous nous conseilleriez quelques balades? Je sais qu'il y a des balades comestibles où on peut suivre des guides qui nous expliquent qu'est-ce qu'on peut manger dans la forêt. Est-ce que vous nous conseilleriez des balades où on peut apprendre à observer et à faire des listes, nous aussi? Je pense qu'il faut aller avec les naturalistes amateurs. Alors, ils sont souvent assez peu disert sur leur pratique. Il faut être en silence derrière eux, les observer eux-mêmes étant silencieux souvent dans leur pratique. Et ce sont des saillances, ce sont des petits détails qui tout d'un coup nous mettent la puce à l'oreille pour cultiver notre attention. Le jour où Robin, par exemple, dans sa voiture, on est en train de discuter, c'est un ornithologue amateur, ouvre sa fenêtre et en même temps, au milieu de la discussion, coupe notre conversation parce qu'il entend des chants d'oiseaux. Lui, il est dans un univers sensoriel où il est accroché en fait à ces sons. Parce que lui, de l'environnement. Et donc là, on prend conscience qu'on n'habite pas le même monde sensoriel. Donc, Robin, c'est un passionné de buse. Oui. Il a débuté cette pratique de naturaliste il y a 35 ans. Et il est passionné parce qu'on va voir avec chacun de vos naturalistes, ceux qui observent que vous avez observé, qu'ils ont tous généralement une passion pour un type d'oiseau, un type d'animal ou de plante. Vous vouliez réagir, Nicolas Nova, sur l'ennui ou pas des listes ou sur des recommandations pour apprendre à observer? Sur un point qui me semble extrêmement important à souligner, c'est le fait que observer, c'est un engagement du corps dans le monde. Alors, je reprends les termes qui viennent d'être décrits, arpenter, déambuler, ouvrir une fenêtre pour regarder quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéressait de décrire dans l'ouvrage, c'est de montrer comment... Commencer un rapport particulier au monde qui passe par l'observation, c'est de savoir comment mobiliser son corps. Ça peut être de prendre des notes, ça peut être de marcher, ça peut être d'aller faire du vélo, parce que c'est différent d'observer à vélo du TGV. Je cite toutes sortes d'observateurs qui ont écrit des textes là-dessus. Dans mon livre, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer, rassembler toutes ces pratiques. Et on voit que cet engagement du corps, il n'est pas gagné à une époque où on ne sait plus forcément le mobiliser pour accorder une attention à un être vivant comme un oiseau ou à, je ne sais pas, à des créatures marines. Et donc ça, c'est assez fondamental dans le sens où le plus on le fait, en fait, le plus on cultive en fait cette capacité à découvrir, à compiler, à mettre des choses de côté par des petits gestes. En fait, c'est ces petits gestes qui ne sont pas uniquement très, très pratiques, c'est aussi des pratiques cognitives. En fait. Et observer mobilise les 5 sens. On le voit bien avec vous, évidemment, le regard, les yeux, mais bien sûr aussi l'ouïe. On observe avec ses oreilles et les mains. Vous n'arrêtez pas de parler avec vos mains depuis le début parce qu'il faut noter, retranscrire, inventorier. On va écouter un passionné d'observation, un témoin aussi du déclin puis des métamorphoses du monde rural. C'est l'écrivain Pierre Bergougnoux, dont les carnets de notes sont disponibles chez Verdier d'ailleurs. Le 5e volume apparu l'an dernier. Sébastien Thème. Tout à fait, oui, on regarde les oiseaux avec un grand écrivain, Pierre Bergougnoux, natif de Corrèze, enseignant, essayiste. Il fait paraître chez Bellopoli dans une nouvelle collection titrée Penser, décider, agir, un livre qui s'appelle, lui, Les oiseaux. Ces oiseaux qui disparaissent, qui se clairsèment et dont les chants ne se font plus entendre.
entendre. Nous, on a eu la chance d'entendre la voix de Pierre Bergouignoux, une voix qui se rappelle justement des oiseaux. Lorsque j'étais enfant, il était partout. Les adultes n'en tenaient pas trop compte, mais je ne me rappelle pas ne pas avoir été émerveillé de ce qu'un poète du XVIIIe siècle, l'abbé de Lille, appelait les plumeuses sirènes. Des créatures qui chantent aussi bien que les sirènes de l'Odyssée, mais qui, au lieu d'être couvertes d'écailles, sont couvertes de plumes. J'ai toujours eu ce rapport étroit avec les oiseaux, et avec l'âge et la réflexion, je me suis avisé qu'ils occupaient depuis toujours une part importante dans les pensées, les agissements des hommes. Par exemple, le mot hospice en français vient directement de l'étude des oiseaux, de leur vol, de leur chant. Il y avait aussi à Rome un corps de prêtres, des aruspices, qui lisaient l'avenir dans les entrailles des volatiles. Un rapport étroit avec les oiseaux, un rapport littéraire aussi, on l'a entendu, mais pourquoi ces oiseaux disparaissent ? Eh bien, c'est ce que, voilà, déjà 50 ans, je crois que c'est la CFDT, a appelé les dégâts du progrès. Bon, il est vrai que pour la première fois dans l'histoire de l'espèce, nous disputons la partie à armes à peu près égales avec la marâtre nature. Et mauvaise joueuse, elle qui les pousse lorsqu'elle voit que nous allons prendre l'avantage. Donc les pesticides, les herbicides sont cause de ce que d'abord les insectes et ensuite les oiseaux sont en voie de disparition. Et c'est une tragédie. Nous portons atteinte à la splendeur, à la gloire de la création. Dans tous les cas, le préjudice est en partie irréparable. Je me rappelle très bien que quantité d'insectes qui m'enchantait lorsque j'étais enfant, qu'on croisait assez régulièrement, jusqu'y compris, par exemple, dans les jardins publics de ma sous-préfecture natale, ont absolument disparu. Par exemple, j'ai noté que depuis une trentaine d'années, les papillons qui étaient surabondants dans ma campagne sont en voie de disparition. Alors ça participe de l'effort important qu'il va falloir consentir pour limiter les dégâts que les mammifères supérieurs que nous sommes ont pu occasionner. Mais je ne suis pas du tout certain du résultat. C'était la voix de Pierre Bergouignoux harmonisée au chant des oiseaux capté par le musicien Christophe Chassol dans son disque Big Sun. Vanessa Manceron, comment vous observez vous aussi au quotidien les dégâts du progrès ? Nous vivons dans un monde très abîmé et mon nouveau terrain se passe en Italie, dans la banlieue napolitaine où je vois effectivement un environnement dévasté. Et les naturalistes amateurs travaillent à la lisière en fait de ces espaces. Ils travaillent à la lisière de la propriété privée, des espaces agricoles. Donc ils ont une prise limitée sur ces choses-là. Mais j'ai l'espoir qu'apprendre à voir, je pense à ce terme respect serré que mentionne Donna Haraway, en disant, dans ce terme, il y a espèce et il y a aussi l'idée de respecter, de porter attention. Et je me dis que si on considérait avec sérieux l'existence de ces êtres comme le font les naturalistes amateurs, on pourrait considérer qu'ils ont aussi un droit à l'existence et ça pourrait considérablement nous aider à les respecter, à les regarder, à les considérer et à les considérer aussi dans nos politiques publiques et dans nos actes quotidiens quand on est agriculteur ou quand on est un constructeur d'immeubles. Mais ce qui est intéressant avec les veilleurs du vivant, c'est que justement, on disait les oiseaux sur cette bande-son signée du musicien Christophe Chassol, il n'y a plus les oiseaux. Je ne sais pas quel oiseau on a entendu là tout particulièrement. Est-ce que c'est un merle, un pivert, un rossignol? Peut-être que vous sauriez les distinguer. En tout cas, si on avait avec nous un naturaliste en studio, il saurait sûrement faire la différence. Une question pour vous aussi, Nicolas Nova. Nicolas Nova, oui, est-ce que vous avez vu disparaître, comme le dit Pierre Bergouignoux, des espèces? Au-delà de la disparition des espèces, un des points qui m'intéresse dans l'ouvrage, c'est pas de séparer les êtres et les choses. Et au-delà de la disparition des espèces, c'est plutôt l'apparition d'autres, en fait. Peut-être vous avez déjà vu
des antennes de téléphonie mobile en forme d'arbre, des chiens robots, voilà, ce genre de choses qui, si on n'y prête pas attention, on ne les voit pas. Donc, dans un travail que j'ai mené avec un collectif d'artistes qui s'appelle Disnovation, on a fait un bestiaire de l'Anthropocène qui essaye de compiler toutes sortes de spécimens, ça peut être des créatures comme ça peut être des êtres artificiels, et qui sont tout autant des marqueurs de cette dégradation du monde dont on parlait à l'instant, et qui souvent passe un peu inaperçu, une espèce d'infraordinaire, là, pour reprendre le terme de Pérec. Donc le livre d'exercice d'observation, c'est aussi d'observer, en fait, c'est cette espèce de continuum qu'il y a entre le vivant, le non-vivant et le technique, le minéral et le technique. Dans un smartphone, il y a toutes sortes d'éléments qui, à un moment donné, ont été des êtres vivants, même si on a du mal à s'en rendre compte. Et c'est ça aussi l'Anthropocène, c'est ça aussi la question de la dégradation du monde. Donc arriver à l'observer, c'est déjà un premier pas avant de décider de forme d'action. Donc c'est un geste politique en tant que tel. Vous racontez, vous montrez bien, Vanessa Manceron, que cette attention toute particulière au vivant, elle est différente en Angleterre qu'elle peut l'être en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez choisi l'Angleterre comme terrain d'étude. Vous dites que l'histoire naturelle là-bas, c'est une longue histoire et qu'en Angleterre, la figure du naturaliste amateur est socialement et culturellement bien établie, historiquement consistante. Il y a un vrai plaisir d'érudition avec eux, une tradition qui est à la frontière entre nature et culture, et qui était peut-être un peu élitiste au départ, parce que l'aristocratie a joué un rôle essentiel, mais les citoyens de classe moyenne et supérieure sont aussi hantés par des désirs champêtres, et on le voit bien dans cette contre-urbanisation, comme le disent les géographes, qui a lieu aujourd'hui en Angleterre, cet exode urbain. Pourquoi ça a moins pris en France, selon vous, cette tradition, cette pratique naturaliste ? Il y a sans doute énormément de faisceaux d'explications. L'un des faisceaux, peut-être, l'un des motifs, ça pourrait être le fait que ces campagnes anglaises sont habitées en fait par des citadins ou des ex-citadins, et que pour eux, se relier à la campagne, c'est pas cultiver la terre, c'est pas chasser. Les pratiques d'ailleurs de chasse sont extrêmement réduites là-bas. C'est se relier par la connaissance. Donc le fait qu'on ait ces citadins dans les campagnes et en grand nombre ont donné beaucoup de puissance à cette tradition. Il y a aussi l'idée que les jeunes enfants doivent être formés et que les savoirs passent par une expérience sensible. Donc il y a cette tradition empirique qui est extrêmement forte en Angleterre. Les gens, quand ils sont enfants, faire un bon anglais, c'est le constituer en tant qu'être sensible ayant une expérience du monde. Et donc il y a plein de petits livres qui sont les I Spy Books, qui sont donnés aux enfants, et ils doivent, dans leur environnement quotidien, pouvoir discriminer ce qui est semblable ou différent. Et ça leur permet de nommer une quantité invraisemblable de choses, tant dans les locomotives que dans les voitures, que dans le vivant qui les entoure. Donc il y a cette attention empirique à l'environnement immédiat, qui est appris très jeune aux enfants et qui fait partie d'une culture nationale. Et puis, ce soin, c'est le paradoxe de ce pays qui a connu une révolution industrielle très précoce, qui connaît une agriculture industrielle intensive, et qui, en même temps, dans ses marges citoyennes, a un engagement très fort pour la protection de la nature, et ceci depuis près de 200 ans. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une vraie curiosité, une sensibilité nouvelle qui arrive en France et qui se traduit en livres. On évoquait Penser, décider, agir, si je ne me trompe pas, Sébastien Thème, la collection dans laquelle Pierre Bergogneau publie aujourd'hui ses mots sur les oiseaux. Collection de solutions, nous dit Bellopoli, mais une invitation à renouveler les mots, les idées, les regards avec des textes brefs qui engagent leurs auteurs autant que la responsabilité du lecteur à agir. Déjà, il y avait cette collection Anthropocène au Seuil, des collections littéraires depuis Fleuris, Monde Sauvage chez Actes Sud, Vert Planète chez Casterman, Green Grune pour la maison d'édition jeunesse. Et bien sûr, on peut citer aussi les deux collections dans lesquelles vous publiez La vie des choses, chez Premier Parallèle, pour vous Nicolas Nova, et Les empêcheurs de penser en rond, avec vous Vanessa Manceron. C'est peut-être sur ce point-là, pas sur celui de la connaissance, finalement, que la France est un peu en retard, mais vous diriez, Nicolas Nova, sur cette idée de faire de nous aussi des êtres sensibles, de nous sortir un peu des livres et de nous apprendre à nous frotter à ce vivant qui nous entoure, à le regarder autrement.
je ne saurais pas dire si la France est en retard, les Français sont en retard, mais ce qui me semble, c'est qu'il y a une appétence ou un intérêt de la part de beaucoup de monde, mais qu'il y a peut-être moins les manières de faire ou les collectifs. Je pense au livre de Vanessa qui décrit justement ces différences entre l'Angleterre et la France, et c'est certainement une dimension sur laquelle construire. Et c'est aussi moi ce qui m'a intéressé dans l'ouvrage, de me dire mais comment, à mon niveau, je peux produire une sorte de petit guide de ce que j'aurais aimé lire, en fait, quand j'avais peut-être 14, 15 ans ou plus tard, comme manière de servir des formes de pédagogie, de l'enseignement. J'enseigne ces démarches depuis une quinzaine d'années dans des écoles qui peuvent être des écoles de design, dans des facultés de sciences sociales, une école d'ingénieurs. Mais pourquoi aussi pas dans le milieu associatif? Parce qu'en fait, il y a ces pratiques-là qui ne sont peut-être pas structurées de la même manière, mais qui, je pense, ne demandent qu'à développer ce genre d'approche, et pas uniquement d'être, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps dehors, en prenant des notes, mais aussi en partageant, en construisant des connaissances, des savoirs, des savoir-faire collectivement. On s'est demandé, est-ce qu'on apprend à observer? Comment observer? Mais pourquoi observer, Nicolas Nova? Évidemment, là-dessus, il y a mille raisons possibles. Enfin, il y en a une première qui peut être de construire cette acuité perceptive au monde, qui est une manière de former sa propre subjectivité personnelle. Je pense que c'est une première chose. Ensuite, de façon certainement un peu plus utilitariste, il est certain qu'il y a beaucoup de professions dans lesquelles le rapport à l'observation, à la description, à la compréhension du monde joue un rôle. Ça peut être lié au vivant, mais comme ça peut être lié à aux êtres qui peuplent le monde, dont les êtres humains, et donc de créer des objets, de créer des manières de vivre ensemble, de composer des mondes, comme dirait l'anthropologue Philippe Descola. Ça part d'abord d'une forme d'observation et d'attention, comme on vient d'en dire. Pourquoi observer, Vanessa Manceron? Vous dites que vos naturalistes, d'ailleurs, à quoi reconnaît-on un naturaliste? Ça vient presque de la racine du mot naturaliste, amateur. C'est celui qui aime. Et cette activité-là, elle se rapproche aussi du plaisir qu'ils ont à la pratiquer, de l'amour qu'ils portent aux choses et aux êtres, aux vivants qu'ils observent. Pour autant, pourquoi? C'est intéressant, vous racontez qu'ils ne sont ni résignés ni affermis dans une contestation publique sans recours à un passé édénique. Vos naturalistes éprouvent le trouble et l'affliction de devoir faire avec la perte et lutter à leur manière. Ça ramène à cette question que vous posez tout à l'heure, Sébastien Thème. Ce n'est pas un acte politique pour eux. Ce n'est pas une action militante directement. C'est un acte politique, mais ça prend pas la forme d'une militance classique, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas au nom de la nature. Il y a une considération telle pour cette nature qu'ils pensent qu'elle n'a pas besoin d'être béquillée en quelque sorte, elle a juste besoin d'être reconnue et d'être libre, qu'on lui donne cet espace, cette espèce de respiration. Donc c'est une veille plus qu'une lutte militante, c'est-à-dire on porte attention. C'est un acte politique. Il y a des collectifs qui se sont créés en Angleterre dans les années 80, simplement pour inventorier l'état du monde. Et c'est grâce à eux qu'on sait tout ce qu'on sait sur les déclins. Mais ils s'intéressent aussi à ce qui surgit. Donc pour eux, il n'y a pas d'effondrisme. Ils sont sur des échelles de temps un peu longues aussi. Ouais. C'est-à-dire quand on observe la nature, on voit bien il y a des choses qui, effectivement, déclinent, mais il y a aussi des choses qui apparaissent, et ce sont des micro-variations. Et pour lui donner corps à cette connaissance, il faut que ce soit des observations collectives. Et c'est une agrégation de petits regards dispersés dans le monde qui vont être assemblés et qui vont donner un sens plus général à ce qui se passe. Donc, ce n'est pas de la militance au sens de... Ils peuvent s'en saisir en tant que militants et décider, par exemple, de s'opposer à la construction d'un barrage. Mais dans leur activité de naturaliste, c'est vraiment l'idée de participer à une connaissance et à rendre visible ce que personne ne voit. Voilà, et sur la disparition des espèces, vous le dites, ils en sont quand même des témoins, des bien discrètes vigies. Ils cheminent à bas bruit, le fait n'est pas nouveau, ils le savent, et ils sont peut-être quand même comme vigies à l'avant-garde de cette extinction des espèces. COP27, agir pour le climat. Certains plaident, Sébastien Thème, pour des modes d'action
peut-être plus directe, plus politique, un peu comme la chercheuse en philosophie et militante Myriam Baafou que vous avez rencontrée. Oui, bien sûr, parce qu'on a constaté la fin, mais peut-être qu'on peut aussi donner quelques solutions grâce à elle et son livre Des paillettes sur le compost qui paraît aux éditions Le Passager clandestin, un manifeste écoféministe qu'elle voudrait mettre entre toutes les mains, avec une question au cœur de son texte: comment mettre en application une éthique écolo dans sa vie de tous les jours, en sortant du mythe millénaire des tueurs d'oiseaux pour les hommes et des mangeuses de feuilles pour les filles. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Myriam Baafou nous expliquer ce qu'est l'écoféminisme. En fait, les écoféminismes ne sont pas une théorie philosophique, ce sont des luttes au quotidien qui sont pratiquées par des minorités de genre, de classe, de race à travers le monde contre différents types de projets. Des projets extractivistes, des projets nucléaires, des projets qui empoisonnent la terre, qui détruisent le vivant. Et par vivant, j'entends la totalité des vivants. Et en fait, les mobilisations de ces minorités contre ces méga-projets capitalistes, coloniaux, au nom de la civilisation ou du progrès, sont pour moi des luttes écoféministes. Beaucoup d'entre elles, en fait, se disent écoféministes et s'auto-labellisent écoféministes. En France, il y a quand même une réception très intellectuelle du mouvement qui tend à l'enfermer dans des sphères universitaires, ce qui fait qu'on a perdu, en fait, la dimension radicale, organique, de terrain, en fait, des écoféminismes. Et donc, si on peut donner des éléments de définition, il y a effectivement cette donnée de défense du vivant par les minorités et aussi l'idée que l'écologie est avant tout sociale. L'écologie, ce n'est pas protéger la nature comme si la nature était quelque chose de lointain et de séparé de nous, mais plutôt comment, en fait, dans nos vies au quotidien, dans nos mécanismes de survie, de résistance à l'intrication de systèmes de domination aussi puissants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, comment, en fait, les manières de faire groupe, de faire communauté, en fait, sont porteuses d'un horizon écologique hyper prometteur. C'est ça, en fait, pour moi, les écoféminismes aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire un livre où on parlait de ces micro-situations au quotidien. Nicolas Nova, quelle place vous laissez au militantisme dans votre démarche anthropologique ? Alors, peut-être elle n'est pas au premier plan, mais ce que j'essaie de défendre comme posture, et notamment avec le terme de naturaliste que j'ai utilisé dans le titre, c'est l'idée de revenir à une époque où la production de connaissances ou d'attention à un monde n'était pas uniquement celle des spécialistes, des experts. Et donc, il y a une forme, en tout cas, d'engagement dans le monde, de le comprendre, de l'observer, de le documenter, éventuellement de bifurquer, de rediriger, de faire transition, que l'on peut construire. Et l'observation est un premier pas, en fait, vers cette dimension-là, de construire des amateurs éclairés, au sens fort du terme. Et je pense que c'est ce qui rejoint ce que le naturaliste décrit par Vanessa dans son ouvrage. Cet ouvrage d'ailleurs, Les Veilleurs du Vivant, qui raconte le parcours de ces naturalistes amateurs notamment. Il n'y a pas de profil type, il faut quand même des qualités de bon observateur pour en faire partie. Et vous les présentez, vous, Vanessa Manceron, comme des enfants d'Adam. Adam qui, dans la Genèse, nomme les choses. Au 6e jour de la création, il avait été mandaté par Dieu pour ce faire. Et cet essai, le vôtre, anthropologique, Vanessa Manceron, s'inscrit dans ces grandes thématiques portées par les empêcheurs de penser en rond, votre collection Maison d'édition à la découverte, qui doit d'ailleurs son nom à Isabelle Stengers, et où on peut retrouver des livres aussi importants que ceux de Vinciane Després, Donna Haraway, que vous citiez tout à l'heure, ou encore Nastasia Martin, avec son dernier et bien bel ouvrage Voyage à l'Est des rêves. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Restez, ne bougez pas, parce que tout de suite, on va ouvrir une nouvelle semaine des quadrithèmes de Charles Dantzig. Un thème littéraire en 4 volets cette semaine, le 4T des tyrans en littérature, Charles. Le quadrithème de cette semaine est le plus actuel que l'on puisse imaginer. Il porte sur les tyrans. Le plus éternel aussi par conséquent. Qui sont les tyrans de fiction qui nous mettent en garde, vainement en garde? Qui sont les tyrannophores, ceux qui portent les tyrans au pouvoir? Ubu est un des grands tyrans de l'imagination mondiale depuis 1896 qu'Alfred Jarry a créé Ubu-Roi. Jarry était si passionné par l'idée de tyrannie qu'il a écrit des suites aussi frappantes que l'œuvre mère. Ubu enchaîné, Ubu sur la butte, Ubu cocu. Ubu est roi, puis ancien roi de Pologne et d'Aragon, comte de Mondragon, comte de Sandomir, marquis de Saint-Grégoire. Il finit esclave. Ubu est ce que Shakespeare n'avait pas imaginé. Falstaff devenu roi.
Sa devise pourrait être cupidité, vantardise et lâcheté. Quant à sa femme, qui le vole et tente de le trahir, c'est une Lady Macbeth boueuse. La référence à Shakespeare est si évidente que, à la fin d'Ubu roi, Ubu et sa femme arrivent près d'un château et quel est-il ? Celui d'Elseneur. Avant cela, Ubu et sa femme ont assassiné le roi de Pologne, Ubu a tué les aristocrates du pays pour s'enrichir, triplé les impôts. Le fils du roi déchu donne chasse à la mère Ubu, Ubu est battu par l'armée russe. La mère Ubu s'enfuit, retrouve Ubu et reviennent en France. Ce ne sont pas ces aventures qui importent, encore qu'elles nous permettent de constater la cupidité et la violence du tyran, mais sa personne, son abjecte personne. Dans la préface à Ubu Cocu, Jarry dit qu'il a la face porcine, le nez semblable à la mâchoire supérieure du crocodile et l'ensemble de son caparaçonnage en carton le fait en tout le frère de la bête marine la plus esthétiquement horrible, la limule. On se le rappelle, l'acteur jouant Ubu est vêtu d'une panoplie qui en fait une marionnette. Idée de génie. Le tyran, tout singulier qu'il se croit, est moins un individu qu'un type. Et un type ridicule. Jarry a dessiné des croquis, son Ubu a l'air d'un haricot blanc. Tous les tyrans ont l'air de haricots blancs. Le général Franco était un haricot. Donald Trump est un haricot. Ils sont ridicules. Comme de plus ils sont féroces, on ne le voit pas. Un haricot qui tue est au-delà du ridicule. Il est le tyran. L'autre grande caractéristique d'Ubu est son rapport au langage. Il est bien connu qu'il dit merdre. Ce n'est pas pour plaisanter. Il croit vraiment qu'on dit merdre, et que donc tout le monde doit le dire. À un certain moment, il ironise en employant un mélange de parler bébé et d'accent méridional. J'y tout tue au moyen du croc à merdre et du couteau à figure. Et c'est effrayant. Dans mon premier roman, j'ai imaginé un tyran qui se mêle de réformer le langage. L'idée m'en était venue d'un roi que nous avons eu bien avant Ubu, si je puis dire. Vers 550, le roi mérovingien Chilpéric s'est mêlé d'ajouter des lettres à notre alphabet. Et c'était un tueur. Qui croit avoir la compétence de réformer le langage est bien parti pour vouloir réformer l'humanité. Merci Charles Danzig. Demain, le deuxième thé de votre quadritème de la semaine consacré aux tyrans. Un grand merci à Bruno Barada et Oriane Delacroix qui ont programmé cette émission, à Didier Pinault qui l'a préparée. Sébastien Thème, merci à vous aussi. Demain, dans Bienvenue au Club, alors d'abord Jim Harrison qui se dit accro aux oiseaux, qui collectionnait les cartes postales représentant des oiseaux devant la caméra de François Bunel qui sera notre invité. Alors pas Jim Harrison, mais François Bunel dès midi. Et à 12h50 dans le Book Club. Eh bien, un Book Club américain, l'occasion des midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. On vous proposera des livres pour comprendre l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Et vous pouvez déjà répondre à notre question. Qu'est-ce qu'un roman américain pour vous? Vos réponses, #Book Club Culture, Olivia. Voilà une spéciale États-Unis pour demain dans Bienvenue au Club. Encore merci à tous les deux, Vanessa Manceron et Nicolas Nova, d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain dès midi.